Dans l'actualité de ce 13h, il faudra patienter encore avant de connaître les chiffres des disparus et les circonstances exactes sur l'attaque survenue près de Gasguendé en début de semaine. Le gouvernement en conseil hier s'est montré peu bavard sur ce énième drame, mais on retiendra que c'est un bilan très sérieux qui est attendu. Le gouvernement parle de complicité malheureuse dans cette attaque terroriste qui a emporté plusieurs civils et militaires. Vous entendrez le ministre de la Défense dans un instant. Dans ce journal également, un consortium d'organisations de la société civile chez le président de l'Assemblée législative de transition sous la houlette du Centre pour la gouvernance démocratique. Ces OSC plaident pour la participation active des citoyens dans le processus budgétaire, une démarche qui serait gage de bonne gouvernance. Ils ont perdu les leurs dans l'attaque terroriste de Gasguendé. Les commerçants de Bobo-Dioulasso, mécontents, observent une ville morte à Sia. Ils ont manifesté leur colère ce matin pour interpeller de nouveau les militaires au pouvoir pour que cessent ces tueries à répétition. Une manifestation spontanée lancée par les organisations de la société civile. Toutes les images à suivre dans ce 13h. Bonsoir à tous et à toutes. C'est avec beaucoup de colère et d'indignation que plusieurs commerçants de la ville de Bobo-Dioulasso sont descendus dans les rues ce matin. Donc, une sortie spontanée à l'appel de la Ligue des Patriotes du Burkina Faso pour dire stop à toutes ces attaques terroristes qui endeuillent aussi bien les FDS que les commerçants, comme l'on l'a perçu dans le convoi de ravitaillement dans l'attaque qui est survenue donc le lundi dernier près de Gasguendé. La manifestation fait suite à une ville morte. Plusieurs boutiques dans les marchés et artères dans la ville sont restées fermées. On écoute justement à ce propos Nikiema, il est l'un des membres de la Ligue des Patriotes du Burkina Faso. Bon, ce qui justifie, compte tenu du massacre qu'il y a eu au niveau de Gasguendé, nous avons constaté que la majeure partie de ceux qui sont morts sont des commerçants qui sont allés chercher des vivres pour revenir à Djibo. Voilà, en mémoire de ces disparus. Nous avons estimé qu'il est nécessaire de marquer un arrêt de travail pour soutenir ces frères qui sont morts brutalement, de façon obscure que nous n'arrivons pas à comprendre et que le gouvernement peine à nous donner le chiffre exact. Étant donné que la vie de chaque Burkinabé compte. Chaque Burkinabé est égal à l'autre. Et comment se fait-il qu'on puisse attendre à la télé et à la radio que des gens ont été massacrés et que le gouvernement peine toujours à donner le bilan? Ce qui nous est beaucoup indigné. Nous avons jugé nécessaire de marquer un arrêt de travail pour soutenir ces camarades qui sont morts et revenir dire au président Damiba, aujourd'hui au pouvoir, qui peine à trouver une solution auquel il est venu et à éradiquer ce mal, ce fléau qui est le terrorisme. Donc il a marqué et prouvé son incompétence au vu et au su de tous. Donc à l'issue de cette ville morte que nous avons décrétée, dans le contenu, il est dit aussi que son départ est non négociable. Donc pour cela, nous demandons, nous exigeons le départ sans condition de Damiba et nous exigeons à ces militaires qui sont actuellement au pouvoir de regagner les casernes et pour une transition civile pacifique. On y reviendra bien sûr tout en détail dans la grande édition de ce soir à 19h30. Et toujours sur cette attaque, il y a eu une première annonce, puis un communiqué pour un bilan provisoire après l'attaque du convoi du ravitaillement qui ralliait la ville de Djibo. Et hier, c'était la sortie officielle des autorités militaires devant les médias, toujours pour apporter des détails sur ce drame survenu en début de semaine. C'était à l'issue du Conseil des ministres. Mais nous n'en saurons pas plus sur les chiffres, en dehors bien sûr des 11 militaires tombés, les armes à la main, les 28 blessés et de la cinquantaine de civils portés disparus. Par contre, on apprend que c'est un bilan sérieux qui sera fait dès demain, mais qu'il y a eu aussi une complicité dans cette attaque. Toutes les explications avec Abdoulazak Traoré. Le porte-parole du gouvernement parle.
Le tout nouveau général Silas Keita prend note. Visiblement, une petite séance de coaching entre Léonel Bilgo et le nouveau ministre délégué à la Défense avant de se tenir devant les caméras. L'heure est grave. Les deux ministres le savent. Au lendemain de l'attaque du convoi en partance pour Djibo, la réaction de l'exécutif est plus qu'attendue. Que s'est-il passé exactement? Quel est le nombre total des victimes? Des civils ont-ils été tués, comme l'attestent certaines sources non officielles? Le convoi a-t-il bénéficié de couverture aérienne? A-t-elle été efficace? Les questions sont multiples. Elles ne trouveront pas réponse à l'issue de ce Conseil des ministres. Le gouvernement est resté peu bavard. Cette attaque nous montre qu'il y a eu des complicités malheureuses qui ont livré ces convois à la merci de ces hommes sans foi ni loi. Les actions sont en cours pour que la voie qui mène à Djibo soit dégagée le plus vite et que la ville de Djibo, qui est aujourd'hui donc privée de ses vivres et de ses articles divers, puisse être ravitaillée le plus vite possible. Le gouvernement voulait rassurer la population que l'armée reste motivée et mobilisée, engagée avec force pour que cette lutte, nous puissions la gagner. Le bilan effectué plus de 24 heures après cette attaque n'a donc pas évolué. 11 militaires tués, 28 blessés, une cinquantaine de civils portés disparus et de nombreux dégâts engendrés. L'exécutif s'attelle à fournir plus de précisions le vendredi prochain lors d'un point de presse consacré à ce drame. En attendant d'en savoir plus donc sur ce drame, le gouvernement s'est également penché sur d'autres types d'incidents, notamment les incendies constatés dans les dépôts pharmaceutiques des centres de santé. Le phénomène a pris de l'ampleur. À l'heure du bilan, les dommages sont énormes. Ces incendies, dont le nombre cumulé est passé à 15 en 2022, pourraient être imputables à 3 grandes causes, à savoir celles liées aux infrastructures et aux équipements, à la gouvernance et aux actes criminels ou terroristes. Ces incendies ont entraîné des pertes considérables, avec un montant global de pertes en médicaments et consommables estimé à 13 815 931 529 francs CFA. Ces pertes ne prennent pas en compte celles liées à l'incendie de la pharmacie interne du centre hospitalier régional de Fadangourma. Le Conseil a instruit le ministre de la Santé de prendre toutes les dispositions nécessaires pour améliorer les conditions de stockage des produits pharmaceutiques. Et pendant ce temps, au ministère de la Réconciliation nationale, Yero Boli a reçu officiellement l'ensemble des dossiers en traitement au ex-Ashkroun à la suite de la cessation d'activité de cette structure. Plus de 31 000 dossiers ont été reversés. Ils concernent entre autres des pertes en vie humaine, des blessés, des destructions de biens individuels, des contentieux fonciers et administratif. Au cours de la même journée d'hier, mercredi, c'est le président de l'Assemblée législative de transition qui a accordé une audience à 4 organisations de la société civile, entre ces OSC pilotées par le CGD et Aboubakar Togoyeni. Il a été question de plaider pour la mise en œuvre effective de la loi portant accès aux droits à l'information et aux documents administratifs, mais bien sûr aussi sur comment améliorer la participation citoyenne dans le processus budgétaire. Tout ceci a pour but final de contribuer à la transparence dans la gestion de la chose publique et de la bonne gouvernance. Luc Palmegem. C'est une loi adoptée depuis août 2015 et qui souffre de sa non-application. La loi 051 sur le droit d'accès à l'information publique et aux documents administratifs est rangée dans les tiroirs depuis son adoption il y a 7 ans par le CNT, le Conseil national de la transition, et le CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique, et ses partenaires sont venus plaider pour que l'actuelle transition la ressuscite. Nous avions échangé autour d'une loi qui concerne à la fois vous, les hommes de médias, mais aussi les citoyens que nous sommes, à savoir la loi 051 sur le droit d'accès à l'information publique et aux documents administratifs, laquelle loi qui a été adoptée le 30 août 2015. Donc ça fait 7 ans.
Jusqu'à présent, cette loi n'est pas encore effective au Burkina Faso. Et donc, nous sommes venus, nous avons conduit ce processus de plaidoyer pour voir avec le président de l'Assemblée nationale et ses collaborateurs comment est-ce qu'on peut, en tout cas, rendre cette loi effective, étant donné que l'accès à l'information est un élément de transparence, par ricochet un élément de bonne gouvernance et de redevabilité. L'autre aspect faisant partie des points inscrits à cette audience et contenu dans la même loi, c'est l'accès à l'information budgétaire et à la participation citoyenne. À ce niveau, le Burkina Faso est toujours noté sur 0 sur 100, une note pas du tout honorable pour le pays. Au niveau de cette loi, il y a également des aspects liés à l'accès à l'information budgétaire et à la participation citoyenne. Le CGD et ses partenaires conduisent chaque 2 ans une étude dénommée, avec un partenaire dénommé IBP sur les questions de transparence budgétaire. À ce niveau, il y a un point sur lequel le Burkina obtient toujours la note de 0 sur 100, à savoir la participation citoyenne dans le processus budgétaire. Et donc, avec le président de l'Assemblée, nous avons discuté également des modalités d'implication des citoyens dans le processus budgétaire, de sorte à éviter à notre pays cette note de 0 sur 100 qu'il obtient chaque fois que nous essayons de faire l'évaluation. Voilà, donc c'est de voir ensemble les différents mécanismes, que ce soit au niveau du gouvernement, mais aussi au niveau de l'Assemblée législative de transition, étant donné que c'est l'Assemblée qui, au final, vote le budget. Le consortium conduit par le CGD est composé en plus du Centre pour la gouvernance démocratique, du CIFWEB et de CERA-FP. Ces organisations de la société civile sont imprégnées des questions budgétaires et de bonne gouvernance. Parmi les conséquences de la crise sécuritaire que vit le Burkina Faso, il y a des millions de personnes déplacées internes. Ces personnes se battent au quotidien pour soit garder leur dignité ou assurer leur pitance quotidienne. Eh bien, dans cet élan, le programme des Nations Unies pour le développement et l'ONG ATAD se positionnent comme soutien à certains PDI de Kaya dans le centre-nord. Grâce au projet Gold Coast, plusieurs femmes ont eu des financements, elles ont même monté des petites entreprises. Aujourd'hui, ces femmes s'en sortent plutôt bien au point même de tendre la main à d'autres PDI. Reportage Abdoulaziz Sari. Dans son assiette, elle étale les biscuits d'arachide qui seront bientôt mis sur le marché. Il s'agit là de la petite activité génératrice de revenus de Aminata Bamogo. Lorsque cette déplacée interne est arrivée à Kaya en 2020, c'était presque les mains vides, puisqu'ayant tout abandonné à Kelbo lors de sa fuite pour échapper aux terroristes. En fuyant pour venir ici, nous n'avons rien emporté, même pas un document qui pouvait nous permettre d'avoir à manger. On vivait dans la misère. Mais aujourd'hui, les choses se sont beaucoup améliorées pour Aminata Bamogo. Grâce au projet Gold Coast qui lui a offert du matériel plus du numéraire, elle a réussi à entreprendre dans la restauration. Un métier qui lui permet désormais de prendre en charge sa petite famille. Nous avons reçu des marmites, des passoires et autres ustensiles de cuisine, plus des sacs d'arachide. C'est grâce à tout cela que nous avons pu démarrer la production et la vente des biscuits d'arachide. Avec ce nouveau commerce, nous arrivons désormais à nous prendre en charge. Merci infiniment au projet Gold Coast. Rasmata Sabadogo est également bénéficiaire du projet Gold Coast. Elle dit avoir reçu la somme de 800 000 francs CFA qui lui a permis d'acquérir de nouvelles machines pour son atelier de couture. Nous avions 6 machines et avec l'aide du projet, nous avons acheté 7 autres nouvelles machines. Les travaux que nous avons effectués avec ces machines nous ont aussi rapporté de l'argent que nous avons investi encore dans l'achat de 3 autres machines de couture. Donc, en résumé, ce sont 10 machines que le projet nous a permis d'acquérir. Cette augmentation du nombre de machines de couture a permis à Rasmata Sawadogo de former et recruter plus de 20 filles déplacées internes qui travaillent avec elle actuellement.
on tournait pour laver les habits. Depuis que j'ai gagné ici, là, c'est bon. Je n'ai plus comme avant, là. Je ne tourne plus pour laver les habits. Je me débrouille ici un peu. En 8 mois de mise en œuvre, ce sont plus de 1000 femmes et jeunes du Centre-Nord qui ont été touchés par le projet Gold Coast, selon le PNUD, l'initiateur. Et nous sommes intervenus dans les régions les communes qui sont durement touchées par la crise. Barsalogo, Tougouri, toutes ces zones-là qui sont durement touchées par la crise. Et donc c'est pour aider les personnes qui ont été durement touchées par la crise à recouvrer ne serait-ce qu'un minimum de moyens d'existence, en apportant de l'argent frais, en aidant les jeunes à retrouver des opportunités d'emploi. C'est cela qui nous a guidés à formuler ce projet avec les autorités. Le projet Gold Coast a coûté 200 millions de francs CFA. Sa mise en œuvre a été pilotée par l'ONG ATAD. À Bobo Dioulasso, c'est l'association Soleil d'Afrique qui donne un peu de sourire aux enfants démunis à l'occasion de la 2e édition du Gala de Charité, une soirée qui se veut solidaire avec un objectif principal, récolter des fonds pour scolariser des enfants. Éducation de qualité et bien-être pour les enfants du Sahel malgré les défis sécuritaires. C'est justement autour de cette thématique que les initiateurs ont tenu cette soirée qui a permis également de récolter plus de 800 000 francs CFA. Abdoulaye Dao, Magid Bakou en compte rendu. Un gala de charité pour venir en aide aux enfants démunis de Bobo Dioulasso. C'est un acte de solidarité de l'association Soleil d'Afrique. À cette soirée, l'association a pu récolter près de 800 000 francs CFA, une somme qui va servir à scolariser 60 enfants démunis durant cette année scolaire 2022-2023. Depuis quelques années, nous bataillons dur pour que toutes nos activités soient une réussite. Nous avons pour mission de venir en aide aux enfants défavorisés, filles comme garçons, de soutenir ceux dont les familles n'ont pas les moyens de les envoyer à l'école, leur permettre de s'épanouir et d'être au même niveau que les enfants, de les encourager, de leur donner le sourire, la joie de vivre, ce qui est bon pour leur épanouissement. Car un enfant qui grandit sans amour, sans connaître le sourire, ressentira toujours un grand vide. Cette initiative est une manière pour les organisateurs de donner le sourire aux enfants démunis et de contribuer à leur épanouissement. Les personnes nous ont vraiment soutenus de leur propre cœur. Ils ont ouvert leur cœur. En fait, je suis tellement épanouie que je ne sais même pas quoi dire. Parce qu'en réalité, la recette a été plus haute que la recette de l'année passée. Également, on a eu des dons qu'on n'a pas cités ici, des dons en matériel, des dons... Je peux citer quelques dons comme des cahiers, des bics, des sacs. L'association Soleil d'Afrique a vu le jour en janvier 2020. Sa mission, venir en aide aux enfants vulnérables âgés de 0 à 15 ans. Elle œuvre dans l'éducation, la formation et l'insertion sociale. À l'École nationale des eaux et forêts, c'est parti pour la soutenance des élèves inspecteurs au titre de l'année 2021-2022. 38 impétrants, dont 28 élèves inspecteurs des eaux et forêts et 10 élèves inspecteurs environnementalistes. C'était donc dans cette dynamique, ils ont présenté leurs travaux de recherche, j'allais dire. Les 27 et 28 septembre, les impétrants ont donc défilé au sein de l'ENEP à Dendresso pour obtenir leur parchemin. Magid Bakouan a suivi la présentation d'un des élèves inspecteurs des eaux et forêts. On regarde. Diagnostic des espèces de la faune dans la ville de Ouagadougou, utilisé en pharmacopée, cas des mammifères, des oiseaux et des reptiles. C'est le thème défendu par l'élève inspecteur des eaux et forêts Moussa Taram devant le jury. Ils sont nombreux ces Burkinabés qui font recours à la médecine traditionnelle. L'impétrant, à travers ce thème, a voulu faire connaître les animaux utilisés dans cette médecine en vue de contribuer à l'amélioration de la santé des populations. Après une présentation devant le jury suivi des échanges, son travail est sanctionné par une note de 17 sur 20. C'est un thème vraiment qui me tenait à cœur depuis de très longues années. Parce que si vous remarquez, c'est une médecine comme les autres.
et qui est pour la plupart exercée de façon clandestine. Voilà, et qui emploie une diversité et abondante espèces de faune. Donc, en tant que forestier, il était de mon devoir d'essayer de mener des études sur cette activité pour voir un peu la quantité et la diversité des espèces utilisées dans cette médecine. Ils sont 38 impétrants, dont 28 inspecteurs des eaux et forêts et 10 élèves inspecteurs environnementalistes. Cette année, à l'image des autres années, également de toutes les écoles professionnelles, la formation se passe en 2 étapes. Les élèves inspecteurs qui soutiennent, il y a la partie théorique qui dure 1 année, 6 mois, et il y a la partie terrain qui constitue le stage et qui fait 6 mois. Et effectivement, c'est à l'issue des 6 mois que les élèves inspecteurs sont présents pour présenter le fruit de leurs recherches. Les impétrants sont composés de nationalités burkinabè, nigériennes et togolaises. L'innovation de cette année, c'est la soutenance de certains impétrants par visioconférence. Restons encore dans la région des Hauts-Bassins pour parler d'entrepreneuriat avec la nouvelle association des jeunes commerçants pour une nouvelle dynamique économique. Créée seulement en début d'année, elle entend donner un nouveau souffle dans l'entrepreneuriat des jeunes pour le développement de la région des Hauts-Bassins. Et justement, dans le but de présenter ses attributions au grand public, les premiers responsables ont lancé officiellement les activités y afférentes le week-end dernier. Kouka Tomayao, Iri Sonia Kam, Soutou Justin Dabiré. Créée en février 2022, l'Association des jeunes commerçants pour une nouvelle dynamique économique AJCN2 est composée d'un bureau de 19 membres. Elle s'est donnée pour mission d'apporter sa contribution pour l'autonomisation et l'entrepreneuriat des jeunes, la protection de l'environnement et la lutte contre la pauvreté et le chômage. Cette cérémonie de lancement des activités de l'AJCN2 vise à donner une visibilité à l'association et susciter l'adhésion des jeunes commerçants pour un développement économique réel de la région des Hauts-Bassins. L'association dénommée l'Association des jeunes commerçants pour une nouvelle dynamique économique est une jeune association qui vient par la force des nouvelles idées, pour donner, un nouvel dynamisme dans le monde économique, surtout en faveur des jeunes, parce que la majorité donc, de la population est composée de jeunes. Il faut donc impérativement que nous nous unissions pour fédérer nos forces pour aller de l'avant. Pour les opérateurs économiques de la région des Hauts-Bassins, la mise en place de cette nouvelle association des commerçants est une initiative louable. Elle va contribuer, selon Salif Nyoumou, à la promotion de l'entrepreneuriat et à la réduction du taux de chômage des jeunes de la région. Bon, l'initiative, elle est louable parce que je crois que c'est une autre génération. C'est, comme ils l'ont dit dans leur message, une association pour une nouvelle dynamique économique. Je crois que quand vous avez écouté le président, vous avez dû comprendre qu'il y a du nouveau. Le conseil, c'est le travail, et rien que le travail bien fait, avec la cohésion que nous prenons tous. Parce qu'ils ont aussi bien le dit, ce n'est pas une association qui vient pour se mettre contre une autre association, mais c'est une association qui va ajouter, en tout cas, de la valeur ajoutée à ce qui est déjà fait. L'AJCN2 compte à son sein plus de 300 membres repartis dans les 3 provinces de la région des Hauts-Bassins. Cette première activité de l'Association des jeunes commerçants pour une nouvelle dynamique économique a été marquée par des communications sur le droit des propriétés intellectuelles et sur l'éducation financière. Des communications qui visent à permettre aux membres de l'AJNC2 de comprendre certains thèmes liés à la création et au développement des entreprises. Après un travail bien accompli, place maintenant à la présentation des récompenses. C'est ce que fait Abdoulaye Sawadogo, le lauréat du Prix africain de développement 2022. En présentant son trophée à ses collaborateurs, le lauréat pense à plusieurs années de travail accompli dans l'immobilier et les BTP. Les images de cette cérémonie avec Amadou Diko. Lauréat du Prix africain de développement 2022 à Kigali, au Rwanda, le 18 septembre dernier, Abdoulaye Sawadogo présente son trophée à ses collaborateurs. Pour lui, cette récompense est le fruit de plusieurs années de travail dans les domaines de l'immobilier, du BTP.
et des mines, entre autres. En compagnie des membres de sa famille, le président directeur général de la société immobilière Moon SARL dédie sa distinction au peuple burkinabé, secoué par la crise sécuritaire. Cette distinction n'est pas seulement pour Adama Sawadogo ou encore pour la société Moon. Ce trophée appartient à l'ensemble du peuple burkinabé. Nous demandons à Dieu de bénir ce pays pour le bonheur de ses fils et filles. Présente au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire, la société immobilière Moon SARL fait partie des sociétés immobilières les plus importantes du pays, selon son président directeur général. Grâce à ce mérite, Abdoulaye Sawadogo entend élargir ses offres afin de contribuer au développement de l'Afrique. Chers collaborateurs, ce prix est une invite à travailler davantage afin de relever ensemble les défis majeurs de l'Afrique. Le prix PADEV a été créé en 2006. Il est décerné chaque année à des personnes physiques et morales dont les œuvres constituent des modèles de développement de l'Afrique. Ailleurs, sur le continent africain, maintenant, pas question de mettre les Ougandais en confinement à cause d'Ebola. C'est le président Yoweri Museveni qui exclut cette éventualité. Des cas de virus d'Ebola ont été détectés. Le président ougandais fait savoir que le pays a la capacité de contenir l'épidémie, même si pour l'heure, il n'y a pas de médicaments permettant de prévenir ou de guérir Ebola. Explication avec nos confrères d'Africa News. L'Ouganda a la capacité de contenir l'épidémie d'Ebola. Il n'y a donc pas lieu de mettre en place un confinement dans les régions touchées. C'est ce qu'a déclaré le président Yoweri Museveni lors d'un point presse télévisé. 24 cas et 5 décès ont été recensés dans le pays. Je tiens à rassurer les Ougandais et tous les habitants que le gouvernement a la capacité de contrôler cette épidémie, comme nous l'avons fait auparavant. Il n'y a donc pas lieu pour le moment de s'inquiéter, de paniquer, de restreindre les déplacements ou de fermer inutilement des lieux publics comme les écoles, les marchés, les lieux de culte, etc. Ebola est une fièvre hémorragique virale souvent mortelle. La transmission humaine se fait par les fluides corporels. Les épidémies sont difficiles à contenir, surtout en milieu urbain. Et pour l'instant, il n'existe aucun médicament permettant de prévenir ou traiter la maladie. C'est un peu comme le sida. Vous vous souvenez quand le sida est apparu? Les touristes ne venaient pas. Les touristes ne venaient pas et j'ai demandé mais pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas? On m'a répondu il y a le sida. Le sida? Mais il ne se trouve qu'à certains endroits. Si vous n'y allez pas, vous ne le contracterez pas. Parmi les personnes contaminées, 6 membres des services de santé reçoivent un traitement après avoir été testés positifs au virus. Comme la plupart des cas d'Ebola proviennent du comté de Madoudou, qui est l'épicentre, le gouvernement a décidé de mettre en place un centre de traitement supplémentaire de 30 lits au centre de santé Madoudou 3. L'Ouganda a connu plusieurs épidémies d'Ebola, la plus récente en 2019, qui a fait 5 morts. Le pays partage une frontière avec la RDC, où le virus a été découvert pour la première fois en 1976. En page sport de ce jour-là, le 20 août à Koudougou, à l'issue de l'Assemblée ordinaire de la Fédération burkinabé de football, le président Lazare Bansé annonçait le retrait de la LONABé comme sponsor officiel du championnat. Après plusieurs semaines de discussion, la nationale des Jeux du hasard est revenue sur sa décision. Les raisons de ce revirement avec Madi Zongo et Maxime Ilboudo. À l'issue de l'Assemblée générale de la Fédération burkinabé de football le 20 août dernier à Koudougou, le président de la FBF, Lazare Bansé, confirmait la rumeur du retrait de la LONABé comme sponsor du championnat national. Un coup de massue parce qu'on ne s'y attendait pas. Nous avons reçu une lettre du directeur général de la LONABé qui dit que les ressources de la LONABé, compte tenu des objectifs sécuritaires de l'État et du gouvernement, vont être dorénavant orientés vers ce domaine.
L'exercice 2022-2023 a débuté sans partenaire officiel. Malgré la rupture sur le papier, les discussions n'ont jamais été rompues entre les deux partenaires. Le partenariat avec la Fédération burkinabé de football va continuer. Je pense que ce partenariat-là sera encadré, donc de façon convenue. Sans révéler de chiffres, le président Bansé assure que la nationale des Jeux du hasard va augmenter de 50% sa contribution habituelle. Comme j'ai souvent l'habitude de dire, les chiffres sont bons, c'est vrai. La LONABÉ s'engage donc à augmenter de 50% sa contribution. Le naming Ligue 1 LONABÉ va-t-il venir? Je pourrais dire que ce n'était pas parti. C'était juste peut-être le temps de s'entendre sur certaines dispositions de l'accord. La signature du contrat aura lieu demain, 30 septembre. Et puis, un match en retard comptant pour la deuxième journée du championnat national. Le RCK et l'AS Sonabel se sont quittés dos à dos, un but partout. Le 28 septembre, donc, au stade municipal de Ouagadougou, une rencontre marquée par la réalisation de Ousmane Nana. L'attaquant de l'AS Sonabel a battu donc Babayouré Sawadogo des 50 mètres pour le but égalisateur. On retrouve encore Madi Zongo et Maxime Ilboudo. Ousmane Nana a sans doute marqué le but de ce début de saison au Burkina. Mené 1-0 à la pause, il a permis à l'AS Sonabel d'arracher le point du match nul le 28 septembre au stade municipal de Ouagadougou à 10 minutes de la fin du match en retard de la deuxième journée du championnat national face au RCK. Une réalisation qu'il attribue à son entraîneur. C'est venu de nulle part. Voilà, déjà à la réunion technique, le coach nous avait signalé ça. Baba, c'est un gardien qui joue très bien du pied. Donc souvent, il sort, il reste pas sur aller. Et donc j'ai mis ça en application. Tout le mérite, ça revient du coach. Moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Un secret que Drissa Ouedraogo a décidé de garder pour lui. C'est un secret, je ne le dirai pas. Voilà, je vais le garder pour moi, pour ne pas que d'autres coachs en profitent. Amadou Sampo, l'entraîneur du RCK, salue l'exploit de l'attaquant de l'AS Sonabel tout en défendant son gardien. C'est l'exploit du buteur de l'AS Sonabel que je voulais féliciter parce que c'est un coup de flair vraiment et il mérite réellement les acclamations. Et il a su réellement exploiter la situation où le gardien était avancé, mais c'est normal aussi quand le ballon est dans la médiane, le gardien moderne aujourd'hui, il doit toujours avancer. Voilà, donc il faut respecter celui qui a tiré, celui qui était fort. Les champions en titre qui ont dominé la première période ont ouvert le score à la 36e minute par Marc-Olivier Boué. Et le public a eu droit au show Sampo. Un but partout est le score final. Les deux techniciens déplorent les occasions manquées. Le plus difficile pour notre football ici, c'est de pouvoir créer des occasions. Mais nous, on arrive à les créer. Mais pour pouvoir les concrétiser, c'est difficile. Donc vous voyez, après, ça paye cash. Nous produisons du jeu et la finition reste à désirer. On va continuer. Néanmoins, Amadou Sampo demande au directeur de jeu plus d'application dans le jugement. La dernière action où le joueur prend délibérément de la main dans la surface de réparation et l'arbitre siffle un hors-jeu, une position avancée. Voilà, je n'arrive pas à comprendre ça. Avant que le ballon n'arrive là-bas, il n'a pas touché le ballon, c'est un penalty. Voilà, donc moi je pense qu'à ce niveau ici, il faut qu'ils arrivent à relever, à privilégier les jeux. Le compte de la troisième journée, le RCK affronte Raïmo et l'AS Sonabel tentera d'électrocuter l'AS Police. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 13h pour notre session d'information. Restez avec nous, les programmes se poursuivent sur BFM. Très bel après-midi.